Bienvenue tout le monde à ce webinaire sur l'approvisionnement sécuritaire. Je commencerai la rencontre par mentionner que l'AIDQ entame une réflexion concernant plusieurs volets liés à l'inclusion et la reconnaissance des différentes populations avec lesquelles nous travaillons. En exemple, les Québécois n'ont pas une grande tradition lors de nos rencontres ou conférences de reconnaître les territoires des peuples autochtones. Le Québec a plus d'une cinquantaine de communautés sur son territoire. Je vais commencer par reconnaître que la terre sur laquelle je joue, je vis et je travaille est le territoire non cédé des Mohawks. Je reconnais également les nombreuses communautés des Premières Nations, Métis et Inuits, dont les traces ont marqué ces terres depuis des générations. Nous serions très honorés si jamais des personnes ayant une meilleure connaissance de ceci puissent nous pister ainsi que de nous accompagner dans cette réflexion. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Julie Soleil et je travaille à l'Association des intervenants en dépendance du Québec depuis octobre dernier. Je suis responsable du contenu et de la valorisation de la pratique. J'aimerais également dire que mes années passées à travailler avec les personnes qui utilisent des substances, surtout comme directrice au GRIP, au groupe de recherche et d'intervention psychosociale, puis après à Elixir, mes études en criminologie ainsi que ma charge de cours à la FEP à l'Université de Montréal, où je donne le cours drogue et criminalité, m'amènent à réfléchir quotidiennement aux pratiques et à la justice sociale que vivent les personnes qui utilisent des substances psychoactives. Donc, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui sur l'approvisionnement sécuritaire rentre vraiment dans mes cordes sensibles et me semble très prometteuse comme pratique. Je suis donc très heureuse de pouvoir animer cette rencontre avec ma collègue Jessica Turmel et je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Au nom de l'AIDQ, en fait, je vais m'occuper de récolter pendant la rencontre les questions, commentaires que vous allez pouvoir écrire dans l'onglet questions-réponses et vos commentaires dans le chat. Donc, je vais m'occuper en arrière-plan là, de récolter tout ça pendant la rencontre pour ensuite faire un moment de foire aux questions, laisser les panélistes s'exprimer sur vos principales questions. Donc, je vais être là aujourd'hui en accompagnement de Julie Soleil. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci, Jessica. J'aimerais également remercier deux de mes collègues, Vanessa qui est aux communications et Marilyn qui est à l'administration, car sans elles, nous n'aurons pas pu réaliser ce webinaire-là. Elles travaillent en arrière, dans l'arrière-scène, mais elles ont contribué énormément à ce qu'on puisse faire cette rencontre aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, puis je suis vraiment fière de l'équipe pour tout le travail que vous avez fait. Puis des fois, on a de la misère à le dire à la fin, donc je le dis au début. J'aimerais aussi dire bonjour à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Malgré une thématique de niche, quand même, nous avons eu plus de 170 personnes qui se sont inscrites aujourd'hui et qui viennent d'une variété assez de beaucoup de régions, de beaucoup d'endroits. On a 52% qui viennent du communautaire, mais le communautaire, pas juste de la réduction des méfaits, de la prévention et ainsi du traitement. On a aussi beaucoup de gens de la santé publique, près de 29% d'entre vous sont de la santé publique, du CIUS, du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, ou des centres de réadaptation en dépendance, ou la direction de la santé publique. Nous avons un 5% qui viennent de l'éducation, donc des commissions scolaires, des universités, d'un peu tout ça, et autres, donc, de plein d'autres endroits comme ça. Nous avons aussi la chance d'accueillir aujourd'hui la communauté anglophone pan-canadienne, autant du Québec, mais d'ailleurs à travers les différentes provinces. Nous avons des représentants de plusieurs de ces provinces-là, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l'Alberta et du Manitoba. Comme j'ai dit tantôt au départ, c'est notre première expérience en lien avec l'interprétation simultanée et qui est faite par Sophie Wertheimer, qui est, vous la voyez pas,
mais elle a son... Donc là, vous la voyez, c'est elle qui est en train d'écrire la captation au bas de votre écran. Donc, vous ne la verrez pas parce que sinon, vous allez juste la voir en train de taper. Et donc, ça va être plus facile en espérant que tout le monde qui est inscrit n'ont pas trop de problèmes en lien avec ça. Nous avons, c'est ça, envoyé un guide juste avant pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Nous espérons que cette expérience-là sera appréciée et qu'elle répond à l'objectif d'ouvrir la conversation avec tous les Canadiens qui sont concernés par les crises et leur impact sur les personnes qui utilisent des substances. Ceci est un autre aspect très important pour la EDQ et d'être plus inclusif face à nos deux solitudes, le français et l'anglais, et donc d'offrir ça de façon bilingue. On est très heureux de pouvoir le faire. Nous aurons un lien vers l'évaluation aussi de la discussion. À un moment donné, vous allez voir ça dans le chat ou dans Converser. On va vous mettre une évaluation, mais on a des points en lien avec la partie de l'interprétation, puis on aimerait vraiment ça, avoir votre point de vue par rapport à ça, parce qu'on aimerait ça, bien sûr, s'améliorer, et on aura certainement à s'améliorer face à ça. Également, nous avons travaillé un petit guide afin de vous offrir des lignes directrices et conseils pour l'utilisation du logiciel Zoom lors des rencontres et des événements que nous organisons, donc qui a été envoyé aussi avec le lien pour tous les différents participants. C'est un document qui est important au niveau de l'étiquette et des consignes pratiques, parce qu'on se rend compte quand on est en grosse rencontre avec plus d'une centaine de personnes. C'est pour ça qu'on ne vous voit pas, c'est pour ça que vous êtes tous mutés et que ça va être vraiment votre lien au niveau des questions Q&A et tout ça, c'est avec Jessica et c'est elle qui va apporter vos différentes questions par rapport à ça. Et, oui, je rappellerais à ce sujet d'inscrire les questions dans le Q&A, questions-réponses, et les commentaires dans le conversé chat. De cette façon, c'est plus facile pour nous de départager les questions et les commentaires. Donc, voilà. Absolument. Et dans le chat, on va beaucoup l'utiliser dans le sens de vous donner des liens, des éléments, des guides ou des choses sur lesquelles on parle. Ça peut être là ou si vous voulez commenter ou tout ça, mais les questions réellement, si possible, dans le Q&A ou le Q&A. Faut dire aussi, puis ça a été dit dans le guide, mais je veux juste le répéter, c'est que cette rencontre-là va être enregistrée et donc par la suite pourra être accessible sur demande aux gens pour qu'ils puissent le visionner pendant un temps limité. Vos questions seront également enregistrées et Jessica et l'équipe, on va ramasser ces questions-là. Il va y avoir une belle période d'une trentaine de minutes pour parler à la fin, après que les conférencières aient parlé. Mais on va aussi, si on n'a pas eu le temps d'aborder toutes, ramasser ces questions-là et de vous les apporter. Et bien sûr, de ne pas prendre de captation d'écran sans l'autorisation des personnes qui sont là aujourd'hui à l'écran. Donc, merci d'être ici pour entamer cette conversation avec 3 personnes engagées qui travaillent très fort au Québec pour défendre les droits des personnes qui font usage de substances psychoactives. Nous regrettons que Jessica Kijano de l'AQP Sud qui avait été annoncée ne se joindra pas à la conversation. Je vais donc leur donner la parole à chacune d'entre elles pour qu'elles puissent se présenter. Je donne la parole à la première, Isabelle Fortier de Mom Stop the Harm. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais aussi saluer mes consoeurs de Mom Stop the Harm parce que je sais qu'elles sont quelques-unes à écouter la conversation aujourd'hui, donc je les salue en français. Sophie se fera un plaisir de traduire. Donc, moi, je suis ici aujourd'hui en tant que leader régional de Mom Stop the Harm. Je suis avec l'organisation depuis juin de l'année dernière. Ce qui m'a amenée à militer pour la cause, c'est que j'ai perdu ma fille. Ça va faire une année
exactement le 17 mai. Donc, je n'ai même pas fait le tour de l'année encore. J'ai des petits trémolos dans la gorge. Ça, je m'attendais à ce que ça vienne. Chaque date, dans le fond, devient un peu une étape à franchir et lourde d'émotions, de souvenirs et tout. Donc, ma fille, 24 ans, étudiante à l'Université d'Ottawa en droit et développement international. C'était une jeune fille qui s'intéressait beaucoup aux causes des droits humains, les droits des Autochtones. C'était une jeune fille qui était impliquée à sa manière de plusieurs façons, plus au niveau communautaire. Et elle souffrait de troubles de personnalité limite, consommait des drogues, on dirait on and off depuis l'âge de 13-14 ans, et a fait une surdose le 17 mai dernier à Ottawa, toute seule dans sa chambre des résidences à Ottawa, à un coin de rue du centre de supervisé d'injection. C'est assez ironique. Sa mort, évidemment, nous a frappés, nous a bouleversés. On savait qu'elle avait des problèmes de consommation, mais on ne savait pas à quel point c'était rendu. Après son décès, on s'est rendu compte qu'elle surutilisait ses benzodiazépines. Donc, il y a eu consommation d'héroïne contaminée au fentanyl avec les benzodiazépines. Donc, nous, moi et même mon ex-conjoint, ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, c'est de s'impliquer. Pour moi, c'était une façon plus saine de vivre un deuil. J'aurais pu m'écraser dans mon salon, déprimer, mais j'ai eu rapidement envie de passer à l'action. Je suis entrée en contact avec Mom Stop the Harm par l'entremise de Martin Pagé pour souligner la mémoire de Sarah Jeanne. On a fait une levée de fonds pour Dopamine. Moi, j'habitais dans Hochelaga à ce moment-là et je voulais qu'on puisse célébrer la mémoire de ma fille d'une façon vraiment tangible sur le terrain en rapport avec sa consommation de drogue. Donc, Martin m'a mis en contact avec Petra et Leslie et toutes ces femmes merveilleuses qui sont là depuis 2016, qui militent pour, premièrement, qu'on ait une reconnaissance au niveau du gouvernement fédéral pour que la crise des opioïdes et la crise des surdoses soient reconnues comme une urgence de santé nationale. On attend toujours ça. Mom Stop the Harm est là principalement pour offrir le support aux familles qui ont perdu un enfant ou un proche, mais aussi pour soutenir tous ceux qui vivent avec quelqu'un qui a des problèmes de consommation. Et l'action politique est vraiment en lien avec ça. Donc, on réclame évidemment l'approvisionnement sécuritaire, la décriminalisation de possession simple de drogue. On supporte les actions de réduction des méfaits. On est pour les recherches avec des données probantes au niveau du traitement et pour que les familles soient impliquées finalement dans le processus au niveau du traitement ou du continuum de soins de la personne qui consomme. Je vais juste comme finir cette petite intro-là par une phrase que Guy Felicella a mentionnée sur Twitter ce matin et je trouve que c'est tellement pertinent avec ce dont on discute aujourd'hui. Vous savez, Guy est un activiste ou un militant très, très, très impliqué sur la côte ouest. Et Guy a mentionné ce matin there's always been an ideological opposition towards people using drugs, and has that fallen on safe supply? If medical professionals believe opioid use disorder and substance use disorder is a chronic relapsing condition, then why the resistance to safe supply? It's basically a vaccine to help prevent overdose. Dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, je pense que ça ne pouvait pas être plus clair, plus vibrant que ça. Donc, le safe supply, l'approvisionnement sécuritaire, c'est finalement le vaccin qu'on a besoin dans cette crise-là. Et on l'a, le vaccin. On l'a, il faut juste qu'on le distribue puis qu'on l'applique pour sauver des vies. Donc, je vais
fermer la parenthèse pour laisser mes consoeurs parler. Moi, c'est mon problème, je parle toujours. Fait qu'il faut qu'on me dise OK, c'est assez. Pas de coucher. Merci Isabelle. Ah oui, c'est vraiment, vraiment contente que tu sois là, que tu fasses partie de la conversation. Je trouve que c'est un ajout au Québec d'avoir quelqu'un qui vient parler de son expérience en tant que mère, qui a perdu une fille par une surdose. Et le fait que tu sois là, que tu portes cette voix-là, on est vraiment content de pouvoir t'avoir ici. C'est ça. Ça va faire le lien aussi avec la population francophone au niveau. Oui, bien c'est ça. Parce que c'est un petit peu ma mission au sein de cet organisme-là, Moms Stop the Harm, c'est de relier les deux solitudes pour qu'on puisse se battre ensemble. Oui, puis on oublie souvent aussi que les familles qui vivent des situations pénibles lors d'une perte d'un enfant, due à cette crise. Puis j'aime beaucoup Petra Schultz qui avait dit c'est une crise, on parle souvent de la crise des surdoses ou ces choses-là, mais elle avait dit c'est une crise sur les politiques des drogues, it's a drug policy crisis. Puis c'est vraiment là le centre de ça. Puis l'approvisionnement sécuritaire, on va voir que c'est peut-être une réponse à cette crise-là. Je vais céder la parole à Marie-Ève parce que Alexandra, elle est repartie. Donc, Marie-Ève, puis après ça, on aura les introductions d'Alexandra. Oui, super. Bonjour tout le monde. Donc, ça me fait très plaisir d'être là. Merci Isabelle pour cette belle présentation. Très émouvante. Moi, je suis un médecin de famille en pratique depuis 15 ans maintenant. Et puis, j'ai toujours pratiqué auprès des populations en situation de vulnérabilité, donc spécifiquement les utilisateurs de drogues injectables, les gens atteints du VIH, de l'hépatite C ou en situation d'itinérance. C'est ce que je continue de faire. J'ai pas mal rapatrié mes pénates au fil du temps au centre-sud de l'île de Montréal. Donc, c'est mon CIUS, justement, où je suis. Et je suis majoritairement au CRAN à Relais Méthadone, pour ceux d'entre vous là, qui connaissez. J'ai travaillé là depuis mes jeunes années, qui sont révolues maintenant. Et je travaille aussi au STMU, qui est le service de toxicomanie de médecine urbaine, qui est en fait une unité de 10 lits hospitaliers à l'hôpital Notre-Dame, qui sont des lits je pense qu'il est une première au Québec qu'on voit ailleurs en Colombie-Britannique ou en Alberta. Ce sont des lits de réduction des méfaits où les gens qui consomment peuvent venir avec un projet ou non d'arrêt de consommation et on peut soigner l'endocardite, la cellulite ou autres problématiques sans forcer la personne à s'arrêter de consommer, ce qui est plutôt la méthode qu'on voit dans les autres hôpitaux actuellement. Avant le COVID, j'étais pas très loin d'accoucher avec mes équipes et mes collègues du premier service de traitement de la dépendance aux opioïdes via une médication injectable, l'hydromorphone injectable, au sein de Relais. Donc, ce n'est pas... cet accouchement-là n'est pas abandonné, mais disons qu'il a été retardé malheureusement par la COVID. Par contre, ça nous a appelé à développer une unité d'isolement pour les personnes en situation d'itinérance pour la COVID à l'ancien hôpital Royal Victoria, qui nous a permis, puis là, je ne vais pas vendre tout de suite la mèche, mais effectivement, de prendre l'opportunité de déployer des choses que ça faisait longtemps qu'on voulait faire, donc dans le contexte de la COVID au niveau du Safe Supply. Et j'ai la chance aussi de participer je suis professeure à l'Université de Montréal. Entre autres, je donne un cours avec Alexandra, qui est très, très appréciée des étudiants en médecine, et de participer à plusieurs projets de recherche en lien avec la dépendance et les personnes en situation de précarité. D'ailleurs, juste avant que la COVID nous confine, on venait d'avoir notre événement national où il y a eu plusieurs équipes de partout au Québec où on a soumis nos 10 propositions pour améliorer le traitement de la dépendance aux opioïdes au Québec. Je pourrais vous envoyer là, les liens avec mon équipe. Donc, j'ai une équipe qui s'appelle une équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance, dont plusieurs des membres sont ici aujourd'hui, que je salue,
qui travaillent avec moi pour qu'on puisse soutenir le réseau, les professionnels de la santé aux meilleures pratiques, puis à être capable justement de déployer des stratégies de réduction des méfaits en dépendance partout au Québec. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. Comme on voit, tu es beaucoup impliquée, tu travailles fort, tout ça, et de donner ton temps généreusement pour venir puis prendre le temps de venir parler avec nous de tout ce qui se passe et des choses en lien avec avec l'approvisionnement sécuritaire. Vraiment contente. On a vraiment une difficulté avec la connexion avec Alexandra. J'essaie de gérer ça en même temps que j'anime, donc donc voilà. Mais dès qu'elle va arriver, on la laisserait s'introduire et de parler au nom de l'Association canadienne l'Association canadienne des personnes qui utilisent des substances et tout ça. Donc, dès qu'elle se reconnecte, on va faire ça. Moi, je vais prendre quelques minutes vraiment pour mettre la table en lien avec c'est quoi l'approvisionnement sécuritaire. On ne voulait pas vous noyer dans des PowerPoint, des formations, toutes ces choses-là. Je voulais juste introduire ça quand même assez rapidement. Après ça, on va avoir, j'ai soumis 3 questions à chacune des conférencières de nos invités. Il va y avoir la première question, la crise de la COVID offre-t-elle une opportunité de changement vers la mise en place de l'approvisionnement sécuritaire? Donc, on va avoir les points de vue des 3 panélistes. Quelles sont les caractéristiques et les particularités à considérer dans l'élaboration du modèle québécois? Et quelles seraient les prochaines étapes? Hein? Parce qu'on aimerait ça l'implanter, mais de quelle façon? Et donc, ça serait quoi notre modèle ici au Québec? Est-ce qu'on a réfléchi à cette question-là et comment on voit ça? Donc, je pense qu'il n'y aura pas une grande nouvelle dans qu'est-ce que je vais dire dans la prochaine partie, mais de mettre tout le monde au même niveau, d'avoir une mise en bouche un peu de c'est quoi et d'où vient cette terminologie-là de l'approvisionnement sécuritaire. Je vais passer quelques minutes pour vous présenter certaines choses. Comme vous le savez tous, depuis plusieurs années, nous vivons une crise de santé publique avec plus de 14 000 décès par overdose au Canada depuis 2016. Cette situation a amené à nous amener à tous, hein, autant le communautaire, les personnes qui utilisent des substances, les directions de santé publique d'à travers le Canada, à proposer plusieurs pratiques de réduction des méfaits novatrices et prometteuses, comme les services de consommation supervisée, les services de prévention des surdoses, l'analyse des substances comme la bandelette de fentanyl et bien sûr la proposition de l'approvisionnement sécuritaire. Cette nouvelle pratique fut proposée dans un document en premier par l'Association canadienne pour les personnes qui utilisent des drogues dans un document qui était nommé « Source sûre ». Nous pouvons également dire approvisionnement sûr ou approvisionnement sécuritaire. Donc, il y a toutes sortes de différentes façons. C'est une nouvelle terminologie, donc on prend celle avec laquelle on est la plus à l'aise. Depuis quelque temps, l'approvisionnement sécuritaire semble être celle au Québec qui est plus mis de l'avant. Pour cette discussion, je vais faire référence à l'approvisionnement sécuritaire, comme vous avez vu par rapport à tout ce qu'on fait. Je viens de voir Alexandra et je vais l'ajouter. Alexandra? Je vais juste prendre 2 petites secondes. Alexandra, est-ce que tu m'entends? Ah, un petit peu. Oui, je comprends pas. En fait, je n'étais pas dans les panélistes, fait que je comprends pas qu'on met dans les panélistes. Ah, c'est pas toi, Alexandra. OK, c'est pas la bonne Alexandra. Je pense pas. Fait que là, je suis désolée. Je vais t'enlever d'abord. Je vous remercie. OK. Donc, je ne sais pas comment l'enlever. Jessica, tu peux-tu trouver comment l'enlever? Désolée. C'est pas là. Il y a plusieurs Alexandra, mais elle avait juste son nom. Bon, ben, on continue à attendre Alexandra, donc je vais continuer un peu
en lien avec la définition. Donc, voici la définition que je peux donner en me référant aux quelques sources que j'ai pu trouver sur le sujet. Hein. On s'entend que ce n'est pas une panoplie de choses, mais quand même, on commence à être capable de le définir. Ceci fait référence à un approvisionnement légal et réglementé de la substance de choix. Hein. Je mets en parenthèse, en passant surtout par un médecin, par la prescription, en ce moment, ça semble être un modèle un peu plus médical, qui n'était pas traditionnellement accessible que sur les marchés, qui était traditionnellement accessible que sur le marché des drogues illicites. Donc, les substances peuvent aller, bien sûr, les opioïdes sont celles où on entend beaucoup le safe supply à côté, mais il y a aussi les stimulants tels que la cocaïne, crystal meth, les amphétamines, par exemple, ou les méthamphétamines. Ça peut aller aussi de l'MDMA à l'LSD ou aussi le cannabis, par exemple. D'ailleurs, le BCCSU, le British Columbia on Substance Use, a proposé aussi au niveau de l'alcool et la nicotine hein, dans leur ligne directrice qu'ils ont proposée il n'y a pas si longtemps, en mars 2020. Nous ajoutons maintenant, ben, avec ça, hein, on avait la crise que j'ai dit tantôt, plus en lien avec la politique sur les drogues, la crise des overdoses, des surdoses. Et là, on ajoute une nouvelle crise, la pandémie de la COVID-19, qui cause bien sûr beaucoup d'inquiétudes chez les personnes qui utilisent des substances et surtout ceux qui vivent dans des situations de grande vulnérabilité, comme des personnes qui consomment et qui n'ont pas accès à des lieux sécuritaires pour le faire ou qui vivent dans des situations plus précaires dans la rue ou autre chose comme ça. On voit aussi déjà beaucoup d'impact sur les personnes qui utilisent des substances en lien avec la C19, la COVID-19, sur eux. On voit des situations, on a parlé à énormément de nos membres, des partenaires, on a participé à plusieurs différentes concertations par rapport à ça et on voit beaucoup de stigmatisation, beaucoup de marginalisation encore. Par exemple, il y en a qui parlent, ici au Québec, on a des CAMI, c'est autant des organismes communautaires, mais c'est aussi des pharmacies, des centres hospitaliers qui peuvent donner des seringues ou du matériel de consommation et certaines personnes se voient refuser l'accès, par exemple, dans des Jean Coutu ou dans des pharmacies, dans des régions ou dans d'autres places. Et donc, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas accès nécessairement au matériel à laquelle ils sont habitués d'utiliser. Et donc, le partage de seringues et le partage de toutes ces autres pratiques-là peuvent revenir. Bien sûr, la criminalisation, hein, les tickets, les différentes choses qui se passent à travers le Canada, on entend des histoires un peu partout. Et donc ça, on entend beaucoup ça. Des overdoses, on entend ça aussi beaucoup à travers le Canada par rapport aux personnes qui utilisent des substances. Il y a un manque d'accès aussi clairement au niveau des sites de consommation supervisée. On a entendu aujourd'hui, moi et Jessica, on avait une rencontre juste avant que Dopamine et Spec de rue à Montréal ont réouvert, mais de façon très réduite au niveau de leur... On réduit un peu leurs heures, mais aussi les places de possible. Mais les gens sont contents. Hein? On a entendu que malgré ça, les gens sont contents que ça soit ouvert, malgré qu'ils ne veulent pas trop attendre, mais ils attendent pareil. Ils sont contents parce que c'est quand même quelque chose de super important pendant cette crise. Et on sait qu'il y a plusieurs autres endroits qui ont soit fermé, que ce soit des ressources d'hébergement ou de traitement qui n'acceptent pas nécessairement de nouvelles personnes ou qu'ils ont des difficultés d'accès. Et c'est inégal d'une région à l'autre, d'un endroit à l'autre, autant au Québec, mais ailleurs dans le pays aussi. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc, et c'est sûr qu'à travers tout ça, il ne faut pas oublier que le marché des drogues illicites au Canada, ben, la COVID a eu un impact sur tout ce qui est en lien avec la possibilité de se procurer des substances à cause de tous les différents éléments, les douanes, d'avoir accès à des substances pendant cette pandémie-là. Donc, pour agir sur ces impacts-là, on voit Alexandra est de revenu. Mon téléphone a flanché, mais là où est-ce que je suis, il y a peut-être un peu de bruit, là. Fait que mettez-moi sur mute, puis quand je parlerai plus fort.
OK, je vais juste terminer. Il me restait une petite affaire, puis après, je te laisse te présenter. Cool? Donc, j'aimerais, c'est ça. Donc, pour agir sur ces impacts-là que je viens juste de nommer, plusieurs associations, coalitions, organisations, organismes communautaires poussent les gouvernements provinciaux et les ordres des médecins et des pharmaciens de pouvoir mettre en place un modèle d'approvisionnement sécuritaire pour les personnes qui vivent les impacts que je viens juste de mentionner. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le gouvernement canadien à travers l'Organisation de la Santé Canada, a rendu possible une exemption à la loi réglementant certaines drogues et autres substances de prescrire des substances sans traitement attaché. Et donc, c'est une possibilité. Et là, c'est aux associations des médecins et des pharmaciens et des gouvernements provinciaux de pouvoir mettre ça en place. Donc, j'aimerais ça terminer avec une citation que j'ai trouvée puis que je trouve qui est vraiment intéressante et ça vient de quelqu'un qui est très impliqué et qui s'appelle Matthew Bond, qui vient de CAPUD et il a écrit quelque chose là-dessus récemment sur l'approvisionnement sécuritaire puis je trouvais que cette petite citation-là, c'était quand même assez percutant. Il disait « Il est temps de redéfinir l'approvisionnement sécuritaire comme un service essentiel pour sauver des vies et non comme un traitement de troisième ou de quatrième ligne. Les médecins qui ne prescrivent pas ces substances à emporter mettent davantage de personnes en danger, en particularité en contexte de pandémie. Les utilisateurs de drogue qui ne bénéficient pas d'un approvisionnement sécuritaire ne vont pas rester chez eux. Ils vont sortir, s'acheter des drogues, pandémie ou non. Et donc, voilà, je trouve que ça peut partir super bien cette conversation sur l'approvisionnement sécuritaire. Donc là, je vais laisser Alexandra, tu peux te présenter, puis après, on partira dans les 3 questions que je vous avais données avant par rapport à ça. Donc, Alexandra? Je suis à l'extérieur, je m'ai tout fait un petit setting, même proche des toilettes chimiques parce que ça représente bien les lieux d'injection pendant la pandémie. Mais bon, ça a tout foiré. Mais bonjour, moi je m'appelle Alexandra de Kiewit. Je suis une personne utilisatrice de drogue. Je fais beaucoup de conférences, dans le fond, plein de choses, dans le fond, pour faire valoir les droits des personnes qui utilisent des drogues. Je suis aussi intervenante dans un service d'injection supervisé. Je fais plein d'autres choses, mais voilà, je suis ici surtout au nom de CAPUD, qui est l'Association canadienne des personnes utilisatrices de drogue. C'est une association de personnes à travers le Canada qui utilisent des drogues, puis on essaie de faire changer un peu les lois, puis de défendre nos droits, en fait. Merci, Alexandra, pour cette belle présentation. Alexandra est très impliquée depuis très longtemps par rapport à ça. Et même, elle est, je pense que tu es membre fondatrice aussi de CAPUD et donc tu fais partie, ça fait longtemps, de cette organisation-là, qui est un peu moins connue ici au Québec. Ça serait le fun, elle est toujours prise seule, pas mal, avec la voix francophone. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ben, vous pouvez soit m'écrire, soit écrire Alex, ou en tout cas nous trouver d'une manière ou d'une autre. Ou même Jessica pourrait mettre le lien de CAPUD dans le chat pour que les gens, si jamais ça les intéresse, de connaître un peu plus cette organisation-là qui est essentielle pour défendre les droits des personnes qui utilisent des substances et qui sont très actifs sur plusieurs projets très intéressants. Donc, on va prendre la prochaine, presque une, tu sais, on peut se donner une bonne heure sur les différentes questions que j'ai données, que j'ai soumises, hein, que j'ai données aux invités, parce que je voulais qu'ils se préparent, qu'ils se fassent une tête autour de ça. Et donc, la première question, c'est en lien, et après, comme il va y avoir une période de questions à la fin, on va avoir un bon 30 minutes pour pouvoir prendre ça, et c'est Jessica qui va prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser, mettez-le dans le Q&A, puis c'est Jessica qui va ramasser ça. Puis à la fin, c'est elle qui va animer cette section-là des questions-réponses, étant donné que j'anime cette partie-là, je n'ai pas nécessairement le temps d'aller voir les écrans, les différentes questions qui seront posées. Donc, Alexandra, j'aimerais ça que tu commences
le bal en répondant à la première question par rapport à la crise de la COVID offre-t-elle une opportunité de changement vers la mise en place de l'approvisionnement sécuritaire? Oups, elle est dessus. Ah, elle a de l'air. Alexandra, es-tu là? Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, oui. OK. Donc, c'est ça, on est dans une double crise, les personnes utilisatrices de drogue, la crise des opioïdes ainsi que la pandémie, dans le fond. Puis, je sais que ça se fait déjà ailleurs au Canada, dans le fond, du safe supply, parce qu'en ce moment, déjà que les lieux d'injection sont énormément réduits, là, comme tantôt, je vous parlais des toilettes chimiques, qui sont aussi des trappes à COVID-19, tant qu'à moi. À Montréal, on a un seul service d'injection qui est ouvert. Toutes les autres toilettes sont fermées. Il n'y a plus de lieux sécuritaires en partant. C'est juste les lieux où est-ce que les gens s'injectent. On est plus à risque de faire des overdoses. Fait que quant à la substance, maintenant, on retrouve toutes sortes d'affaires. Les gens profitent, les prix peuvent augmenter. Puis, la crise des opioïdes continue. Elle n'arrête pas pendant ce temps-là. Fait que les gens continuent à faire des surdoses. D'ailleurs, je rends un petit hommage à Mathieu la semaine passée qui est décédé d'une overdose pendant qu'il était en thérapie. Il est sorti un peu. Puis, l'isolement aussi, ça fait que les gens ont envie de consommer plus. Puis voilà. Fait que pour nous, on continue à perdre des personnes qu'on aime. Avec un approvisionnement sécuritaire, on saurait au moins qu'est-ce qu'on a à consommer. Puis en même temps, c'est le moment, là. Comme ça se fait à Vancouver pour plusieurs types de drogues, pas seulement pour les opiacés, mais aussi pour les stimulants, puis pour les benzos, il y a de l'approvisionnement sécuritaire. Donc, on remplace ça par d'autres médicaments qui sont livrés même chez vous. Fait qu'on n'a pas besoin comme de se demander qu'est-ce qu'on va consommer. On n'a pas besoin de sortir, de se mettre à risque pour aller le chercher. Fait que déjà, ça, c'est comme un bon atout pendant le COVID de pouvoir miser là-dessus. J'entends rien. Julie Soleil, tu es sur mute. C'est moi qui est sur mute, ça c'est très drôle. Merci. Donc Marie-Ève, c'est à ton tour. Je suis désolée. Je pensais là, j'étais comme ok, désolée, j'étais sur mute. Ça m'arrive, moi aussi. Bien, pour compléter ce qu'Alex vient de dire, j'aimerais ça quand même prendre un pas de recul là, justement sur la définition du safe supply parce que je pense quand même que pour être une des personnes qui pousse le plus dans le derrière du safe supply, là, il y a quand même des enjeux cachés je pense qu'il faut qu'on se dise de façon commune. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas militer pour le safe supply, là, entendez-moi bien, mais ma définition de safe supply, puis effectivement, il n'y a pas encore une définition, puis on voit que ça bouge, mais mettons de façon très grossière, là, c'est de remplacer les substances psychoactives qui sont achetées par les personnes sur le marché illicite par des substances pharmaceutiques dont on connaît le contenu et donc, comme Alex le disait, c'est stable, c'est toujours la même chose, on sait ce qu'il y a dedans. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est vraiment une vision de santé publique. C'est une vision de prévention des surdoses et on n'est plus dans une vocation thérapeutique. Là, on quitte de dire on va traiter ta dépendance. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que tu ne meurs pas, que tu puisses être protégé en santé, on peut réduire les méfaits, puis la nouveauté, c'est te permettre même de t'isoler pour la COVID-19. Je le dis parce que, comme médecin, on se retrouve vraiment dans une drôle de situation où, moi, mon rôle, normalement, comme médecin, c'est d'être en relation avec un individu dans une relation thérapeutique. Et là, on me demande, moi, sur mes épaules, avec mon permis de pratique et avec mes enjeux légaux, de porter sur mes épaules un enjeu qui est beaucoup plus grand que moi, qui est un enjeu de société, qui est un enjeu de santé publique. Et je veux juste le dire d'entrée de jeu, comme je vous dis, je suis une grande défenseresse du safe supply, mais il faut quand même qu'on voit ce qu'on est en train d'essayer de nous passer subtilement
entre les dents, c'est-à-dire un gouvernement qui ne veut pas prononcer les mots de décriminalisation et qu'on est en train de mettre sur des individus le pouvoir de contourner par la bande le fait que ces substances-là sont illégales et que c'est criminalisé. Donc, je dis qu'il faut le garder en tête parce que, à mon avis, ça devrait être notre principal cheval de bataille. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, on va être toujours dans des mesures alternatives insuffisantes et on va toujours être pris avec le stigma. Est-ce que ce médecin-là est sensibilisé assez? Est-ce qu'on a fait assez de ci? Et ça fait porter sur des individus des conditions sociétales. Et je vous le dis, cette bataille-là va être très difficile parce que ça va prendre un énorme lot de sensibilisation, de soutien, d'encadrement pour que les médecins qui, dans la plupart des provinces, peinent encore à même avoir une formation sur les bancs d'école en dépendance, se rendent non seulement jusqu'à faire la dépendance, mais là, on est dans la dépendance 201 ou 301. Donc, même parmi mes collègues hyper sensibilisés, ouverts, qui font ça tous les jours, c'est pas une notion qu'on connaît encore beaucoup puis qui est évidente. Donc, je me demande juste si, effectivement, on n'est pas en train de conduire la mauvaise bataille parce que l'enjeu dont on parle, c'est la criminalisation des substances, le fait qu'elles soient illégales. Bon, fin de ma parenthèse, mais je pense qu'il faut quand même se le dire. Après ça, est-ce qu'on a une opportunité de changement actuellement? C'est clairement oui. C'est clairement une opportunité à prendre, sur laquelle on veut sauter. Par contre, encore une fois, il faut quand même se dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, ce que la COVID vient faire, c'est mettre en exergue des choses qui étaient là déjà depuis longtemps, puis je ne vous apprends rien. C'est-à-dire que le phénomène de la contamination des drogues, le phénomène des inégalités sociales de santé sont là, mais tout d'un coup, ils sont mis sous le spotlight et on les voit de façon beaucoup plus claire. Mais encore une fois, il faut faire attention à ce discours-là qui pourrait être tricky pour nous dans le sens où quand il n'y aura plus de COVID, est-ce que ça veut dire qu'on laisse tout tomber puis que finalement, c'est plus justifié? Donc oui, prenons cette opportunité-là pour faire avancer les choses, mais ne revenons jamais en arrière, je l'espère. Je trouve que ça fait aussi malheureusement beaucoup penser à l'épidémie du VIH, qu'il y a des gens qui meurent tous les jours du VIH, des toxicomanes, des gens qui font du travail du sexe, des migrants. Ça émeut peu l'opinion publique jusqu'au jour où ces gens-là peuvent nous contaminer. Il y a beaucoup de ressemblances, encore une fois. C'est toujours vraiment triste de voir que c'est comme ça qu'on est capable de faire bouger les choses. Donc, maintenant, est-ce que les personnes qui consomment des drogues pourraient me contaminer, moi, à la COVID? Et donc, oui, maintenant, prenons des mesures pour pas... Et donc, on n'est pas tant dans l'humanisme là, que dans le pragmatisme, mais whatever works, il faut qu'on avance et qu'on prenne ces opportunités-là, mais c'est encore une fois triste de reconnaître que c'est l'aspect du risque ou de la santé publique qui fait bouger les choses, alors que bien avant ça, on avait assez de morts puis assez de souffrance, à mon avis, pour amener les changements qu'on réclame tout le monde. Puis je terminerai en disant ce qu'on voit quand même, là, qui est vraiment une belle opportunité actuellement, c'est qu'il y a quand même plus de fast-track en ce moment. On est capable de déployer plus vite des choses qu'avant. Beaucoup de mesures administratives, de lourdeur administrative a été levée pour qu'on puisse être opérationnel rapidement pour le COVID. Et je pense que ça nous donne vraiment beaucoup de chances et d'opportunités. Puis l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que, bon, oui, effectivement, là, je pense qu'il faut... Les opioïdes ont été... en avant, mais comme Alexandra l'a dit, je pense qu'il faut réfléchir l'ensemble des substances quand on pense à ça. Et de mon côté, ce qui a été très, très évident là, actuellement dans un contexte où les gens doivent s'isoler plusieurs jours, c'est le besoin de réfléchir aussi le safe supply ou l'approvisionnement de ces personnes-là en cigarettes, en cannabis. Et je vous dirais que la principale
mesure de rétention dans mon unité hospitalière, c'est que les gens puissent aller fumer le tabac. Donc, effectivement, il faut, je pense, regarder l'ensemble des substances et ne pas oublier de parler des wet services. Donc, de garder en tête aussi de comment on positionne l'alcool pour les gens qui, pour plein de raisons, ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter de consommer de l'alcool, comment on peut aussi offrir cette modalité-là à divers endroits pour permettre la rétention, pour permettre de s'occuper de sa santé. Et ça, on a tendance à l'oublier, je trouve, dans la discussion sur le Safe Supply, mais pour moi, les wet services ou les MAP, dans les Managed Alcohol Programs, donc les programmes de gestion de l'alcool, devraient aussi faire partie de notre réflexion collective là, par rapport à ça. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Merci. Oui, c'est sûr que ton point de départ, c'est clair que la criminalisation est au centre de beaucoup de ces choses-là. Et sans la criminalisation, il y a beaucoup des impacts qu'on voit qui n'existeraient probablement beaucoup moins qu'on le voit aujourd'hui. Et donc, c'est un super bon point à faire. Là, je laisserai la parole à Isabelle pour répondre à cette question-là. La crise du COVID, est-ce qu'elle offre des opportunités pour amener l'approvisionnement sécuritaire? Je pense que, Dr. Goyer, vous avez vraiment résumé ma pensée et un peu vraiment ce qui m'anime, là. Oui, la décriminalisation, je crois que c'est le cheval de bataille. Et vous avez mentionné la lourdeur administrative au niveau des services de santé ici au Québec. Il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites beaucoup plus rapidement. Et comme vous avez mentionné, de retourner à l'arrière vers ce que c'était avant la COVID, un coup, la pandémie passée, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est faire 2 pas en avant, mais 4 pas en arrière, là. Je pense qu'au niveau des possibilités, oui, on les voit. Vous avez mentionné, Dr. Goyer, un peu ce que vous aviez mis en place avant le début de la pandémie. C'est des projets qui sont formidables, on en a besoin. C'est sûr que c'est très local ici à Montréal, mais il faut penser aussi à comment on va adapter ça en région. Parce que là, on est très centriste Montréal avec le problème de l'itinérance, mais les problèmes de dépendance ne font pas de discrimination là. Dans toutes les couches de société, dans tous les milieux, peu importe d'où on vient. C'est un peu, moi, mon discours, c'est-à-dire que la dépendance ne discrimine pas. C'est tout. Ma fille en est le parfait exemple. Il y a l'aspect aussi pour des consommateurs qui sont peut-être itinérants, d'avoir à accéder à des services de santé, ils doivent être obligés de cesser de consommer dans le système, je dirais, conventionnel, là. Et ça met un frein à cette approche de soins de santé communautaire. Et je crois qu'il faut qu'on développe encore plus d'initiatives au niveau de santé communautaire, mais peut-être plus d'une approche de rue. Je pense qu'on en a parlé, Julie-Marie, la semaine passée, Julie-Soleil, la semaine passée, de Andrea Sereda à London, qui, avec sa clinique, fait des choses formidables. Je pense que Dr. Mark Tyndall à Vancouver, avec son MySafe, la distributrice pour l'approvisionnement sécuritaire pour certains de ces patients-là qui sont suivis. C'est des initiatives qui, justement, ouvrent la porte. Mais je crois, et ça sera peut-être à développer dans les aspects de ce qui nous caractérise ici au Québec, je crois que l'accès aux services de santé est encore difficile pour bon nombre de gens. Je donne juste un exemple. On a appliqué pour un médecin de famille pour mon fils qui est rendu à 21 ans. Ça fait 8 ans qu'on a appliqué et là, on a su il y a 1 mois qu'il y a enfin un médecin de famille. C'est complètement ridicule, tu sais. On se dit,
faisant partie d'un système de santé universel, mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inégalités. Et là, en temps de COVID, c'est sûr que c'est les plus vulnérables qui sont, dont on doit s'occuper, mais je crois qu'il y a une grande population silencieuse là, qui ne sont probablement pas dans la rue, mais à cause de l'isolement, sont seuls chez eux, ont de la difficulté justement à aller chercher de la drogue. Le marché a été perturbé, les gens ont perdu leur emploi, c'est ça. Et encore là, on en revient à qu'est-ce qui va en découler, c'est une hausse de criminalité peut-être. Donc là, on revient à l'aspect de la décriminalisation. Et là, on est dans une situation d'urgence, il faut agir rapidement. C'est la crise à l'intérieur de la crise. Il faut être alerte à prendre toutes les opportunités qui se présentent à nous et espérer qu'il y a des médecins comme vous, Dr. Goyer, qui malgré le fait qu'on vous fait porter un fardeau très lourd, puis je comprends vraiment ce que vous dites parce que je crois que ça va peut-être même empêcher certains praticiens de prescrire ou du moins de s'impliquer plus, mettre de l'avant là, du support au niveau médical là, pour des utilisateurs à cause qu'il y a ça en arrière. Et puis, je pense que vous l'avez très bien dit, qu'on vous fait porter une responsabilité à vous, mais qui est vraiment à nous tous. Donc, c'est sûr que nous, avec Moms Stop the Harm, on va militer pour la décrime. C'est le premier cheval de bataille, je vous dirais, là, et tout en découle. Mais il y a l'aspect de la stigmatisation aussi. Donc, on doit transformer la façon dont on voit ces gens-là, parce que c'est des êtres humains. Donc, je voudrais pas, moi, j'ai pas des grandes connaissances. Comme je vous dis, ma courbe d'apprentissage, elle s'est faite comme ça. Il y a un an, j'avais aucune idée même qu'est-ce que c'était la réduction des méfaits. Donc, j'apporte mon point de vue vraiment d'une mère ayant perdu une enfant de surdose. Et si ma fille avait pu avoir droit à une prescription dans le cadre d'un projet d'approvisionnement sécuritaire, elle serait probablement en vie. Et j'aurais aimé justement qu'on la prenne en charge dans tous les aspects. On pourra en reparler aussi, là. Je pense que c'est pas juste... au Québec, on a tendance à mettre dans des vases clos là, santé mentale et dépendance, mais je crois qu'il faut qu'on ait comme des équipes multidisciplinaires avec des travailleurs de rue, des psychiatres, des psychologues, des médecins, des omnis, des spécialistes en dépendance, des équipes vraiment fortes. Puis là, ben, Dr. Goyer, c'est à vous de mener ça, porter le drapeau. Mais je le vois comme ça, donc ça serait ce que j'aurais à dire. Mais on a une belle opportunité, mais c'est malheureux parce que c'est une urgence qui nous pousse à agir parce que les gens meurent. Donc. Tout à fait. D'ailleurs, ça nous amène peut-être à parler de la deuxième question, hein, qui était quelles sont les caractéristiques et les particularités à considérer dans l'élaboration d'un modèle d'approvisionnement sécuritaire au Québec. On peut aussi, un peu comme Isabelle elle a dit, il y a plusieurs endroits à travers le Canada qui ont commencé certains modèles, certaines choses, mais on s'entend que c'est insuffisant à travers le Canada et c'est que malgré que la Colombie-Britannique a mis en place quelque chose, il y a beaucoup de problématiques sur le terrain de le réaliser et surtout quand on parle des communautés plus rurales hein, ou des gens qui sont dans d'autres secteurs. On le voit déjà avec plein d'autres modèles, que ce soit les sites de consommation, par exemple, ou que ce soit de l'analyse ou que ce soit même tout ce qui est les traitements antagonistes par les opioïdes, méthadone ou autres. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur ça au niveau de ça serait quoi les caractéristiques et les particularités dans ça, et c'est Marie-Ève qui va commencer. Il va y avoir Isabelle par la suite, et on a toujours perdu, encore une fois, Alexandra, et je travaille fort pour la revoir. Donc, Marie-Ève, je te laisse parler. OK. La première chose que je veux dire, je pense qu'il n'est pas spécifique au Québec.
c'est que la principale épine dans le pied qu'on a avec l'approvisionnement sécuritaire au Canada, c'est que les substances désignées ou les substances contrôlées sont régies par la loi fédérale. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ça nous empêche de faire beaucoup de choses avec ces substances-là qu'on ferait avec d'autres. Et ce que j'ai en tête, par exemple, c'est que, encore une fois, tant qu'on va passer par de l'accès aux médecins, là, Isabelle l'a bien dit, l'accès aux médecins au Québec, comme partout, c'est compliqué. Encore plus si vous n'avez pas de carte de RAMQ, si vous êtes un patient complexe, ou vous êtes quelqu'un qui consomme des substances ou en situation d'itinérance, c'est exposant 1000. Donc, d'avoir besoin de cette prémisse-là pour avoir accès à de l'approvisionnement sécuritaire, c'est vraiment limiter la démocratisation de cette pratique-là, qui, si on veut qu'elle fonctionne, devrait être déployée à très, très grande échelle. Et là, on est pris, toutes les provinces, on est pris avec ça. Donc, je pense que ça aussi, il faut le voir et militer là-dessus. Parce que dans le meilleur des mondes, et je vous donne un exemple, si j'ai quelqu'un qui a une infection de la peau parce qu'il s'injecte, bien, des antibiotiques, je peux déléguer la prescription de ces antibiotiques-là à des infirmières cliniciennes avec des ordonnances collectives. Donc, on peut déléguer certains de nos pouvoirs, ce qui n'est pas le cas avec des substances contrôlées. Et donc, ça va toujours devoir passer de façon plus ou moins souple par un médecin quelque part qui, dépendant de son confort, de sa souplesse, de ses années d'expérience, de sa connaissance, va accepter peut-être d'être un petit peu plus funky puis de prescrire sans toujours voir la personne, ça va être l'infirmière. Mais normalement, ce qu'on nous dit au niveau des ordres professionnels et ce que la loi fédérale nous dit, c'est quand vous êtes dans des substances désignées, de les rencontrer la personne et ça doit faire l'objet d'une évaluation one-on-one. Tant que ça va être ça, on ne pourra pas vraiment être dans une perspective de santé publique. Et on ne pourra pas déployer tout azimut, puis enlever une des principales barrières qu'on nommait tout à l'heure à l'accès aux soins, qui est le fait d'avoir accès à un médecin, qui est un très grand enjeu pour plusieurs d'entre nous. Par contre, je veux quand même dire qu'on a vu des avancées avec la COVID, puis ça revient un petit peu tantôt aux opportunités. Les collèges nous ont donné beaucoup de souplesse au niveau de la téléconsultation. Et ça faisait longtemps qu'on faisait des pressions là-dessus pour dire, principalement pour les régions, entre autres, où il n'y a pas beaucoup de médecins prescripteurs, il n'y a pas nécessairement des équipes de dépendance tout le temps, où les gens ont effectivement besoin de mobilité, bien là, on vient d'avoir une bouffée d'air frais avec la téléconsultation où, soudainement, on est capable de commencer certains traitements. Donc, c'est pas toutes, puis pas toutes les conditions, mais quand même, là, on a fait une avancée majeure où on peut commencer plein de traitements et avoir une relation avec une personne comme médecin à distance. Et on peut même, justement, ça peut être un groupe communautaire qui va soutenir la personne en lui prêtant un téléphone, un ordi, un iPad, que sais-je. Et là, ça vient soudainement quand même de démocratiser beaucoup cet accès-là. Donc, il y a quelque chose là qui... Encore une fois, on nous dit que c'est temporaire en période de COVID, on vous donne des opportunités, mais si on est capable de les prendre et de bien s'asseoir dedans, bien, on espère qu'elles ne vont jamais nous être retirées, ces opportunités-là. Ce que je veux dire aussi, c'est que spécifiquement pour les opioïdes, on le fait déjà de plus en plus, le safe supply, avant même l'épidémie. Donc, on avait déjà commencé de plus en plus à faire de la coprescription, de courte action, en début de traitement, après le traitement, un petit peu de Cadian à gauche, un petit peu de bromorphone à droite. Donc, ça, c'était quand même une pratique qui était vraiment en train de s'implanter. Mais effectivement, comme vous l'avez nommé, là, il faut regarder les autres substances et se dire, bien, est-ce qu'on est capable de remplacer le cannabis quand la personne n'en a plus? Est-ce que dans certains endroits, on est capable d'avoir des réserves de cannabis quand c'est un facteur déterminant de la rétention en soins? Même chose pour l'alcool. Est-ce qu'on peut tolérer quand quelqu'un est hospitalisé qu'il puisse sortir, avoir recours à de la consommation d'alcool
pour pouvoir continuer à être à l'hôpital? Est-ce qu'on peut fournir l'alcool à ces gens-là? Et est-ce qu'on est toujours obligé d'être dans un objectif de rétablissement puis d'abstinence en tout temps de toute substance? Puis on peut-tu laisser les gens aussi choisir ce qu'ils veulent? Et ce qu'on voit au STMU à Notre-Dame, des fois, c'est des gens qui consomment, par exemple, 4 substances puis qui vont venir pour une détox de une. Mais ils ne veulent pas être détox, ils veulent pas une détox de toutes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir cette flexibilité-là aussi, puis se rendre compte que c'est toutes des super opportunités d'être en contact avec ces personnes-là? Fait que je pense que c'est le genre de choses qu'il faut regarder. Ce que je veux dire aussi qui a passé vraiment inaperçu parce que le COVID est arrivé en plein à ce moment-là, mais on a travaillé très, très fort au corps, nos ordres professionnels, dans la mise à jour des nouvelles lignes directrices sur le traitement de la dépendance aux opioïdes. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les voir, elles ont été positionnées comme des lignes intérimaires COVID, mais normalement, ça devrait être les mêmes lignes directrices qui vont continuer après. Et on avait gagné beaucoup de souplesse dans ces lignes directrices-là. Et je vous nomme certaines choses, entre autres, qui ont beaucoup bougé dans ces lignes directrices-là, où on nous dit on n'a plus besoin d'attendre. Donc, il n'y a plus de calendrier pour obtenir des doses non supervisées. Avant, il fallait attendre 3 mois pour avoir des doses non supervisées de méthadone, 2 mois pour la Suboxone. Il y avait des limitations de durée des doses non supervisées. Là, on nous laisse aller jusqu'à 1 mois de dose non supervisée de Suboxone chez certaines personnes. On a revu complètement l'utilité des tests urinaires pour enlever ça, tout le volet coercitif des tests urinaires, le volet très coercitif aussi du rôle du pharmacien qui était beaucoup dans est-ce que c'est bien dissous, ouvre ta bouche, tout ça. Donc, on a fait des grandes avancées qui ont, je pense, passé un peu inaperçues puis que je vous invite à aller voir parce que déjà là, on a écouté beaucoup des doléances des personnes qui sont sur traitement agoniste opioïde qui disaient, tu sais, aller tous les jours en pharmacie, pas pouvoir voyager, devoir uriner devant mon infirmière, tu sais, ça n'avait pas de sens. Fait qu'on a quand même gagné beaucoup de souplesse et là, ben on rajoute dans le fond, je pense, on souhaite rajouter une couche là-dessus. Mais tout ça pour dire que pour notre modèle québécois, on est quand même pris avec des limitations qui sont des limitations fédérales. Et ce que je voudrais rajouter avant de passer la parole au prochain panéliste, c'est de dire aussi que ces modèles-là, puisqu'ils sont encore très basés sur les prescripteurs, puis là, par prescripteur, il ne faut pas oublier, là, puis je ne l'ai pas dit, d'avoir dans les infirmières praticiennes spécialisées aussi dans notre tête, parce que ce n'est plus juste les médecins qui sont autorisés à prescrire ces substances-là. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ben, on va y arriver difficilement tant qu'on n'investira pas les bancs d'école. Il faut que la dépendance soit une condition qu'on apprend à traiter sans stigma, puis sans se sentir déconcerté. Comme on sort des bancs d'école puis on est capable de gérer du diabète puis de l'hypertension, il faut qu'on soit aussi capable. Puis ça contribue tellement à la limitation de l'accès aux soins. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on a des modèles de soins au Québec qui ne fonctionnent pas pour les personnes en situation de précarité. Et c'est pas vrai que d'avoir, si vous n'avez pas de domicile, pas de téléphone, puis pas de carte d'assurance maladie, là, la seule option que vous avez, c'est l'urgence. Puis vous savez comme moi que ça va se passer vite, puis ça se passera probablement pas comme vous l'auriez en tête. Donc, on s'est beaucoup centré sur des modèles de groupes de médecine familiale. Donc, tant que ces modèles-là ne prendront pas en compte que leur population n'est pas toute homogène, qu'elle ne peut pas toute arriver 5 minutes d'avance, qu'elle ne peut pas être appelée 50 fois puis attendre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous. On va toujours se retrouver avec des espèces de modèles un peu hybrides à gauche, à droite. Donc, soit on crée un modèle alternatif puis on le pérennise, puis c'est ça le modèle, ou soit on ouvre les modèles actuels puis on permet de la souplesse pour des populations qui, pour plein de raisons, sont en situation de vulnérabilité. Mais je veux juste vous le dire parce que
comme vous le disiez, on n'a pas beaucoup de modèles de rue, de proximité, puis ces modèles-là ne sont pas financés, sont précaires, ça tient toujours sur... on ramasse des dons, on essaye de... Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on reconnaisse officiellement l'existence de ces populations-là, puis qu'on les traite adéquatement. Et c'est, je pense, un enjeu majeur actuellement. Merci Marie-Ève. Wow, il y a plusieurs éléments là-dedans, super intéressants, vraiment. Je laisserai la parole à Isabelle. Malheureusement, on a perdu Alexandra. Je ne l'ai pas encore eu. Donc, Isabelle, je te laisse parler sur la deuxième question en lien avec les caractéristiques et les particularités à considérer dans l'élaboration d'un modèle québécois. Je pense que de passer après le docteur Goyer, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ce que vous avez mentionné, moi, je garde toujours en tête la belle idée qu'on a eue il y a très longtemps de ça, des CLSC. On est bien fort en acronyme ici au Québec, mais le CLSC, en théorie, il n'a pas été capable de remplir sa fonction, ou du moins on l'a mal utilisé. Et je crois que, comme vous disiez, soit de refaire un système ou d'y aller avec des initiatives particulières, ça pourrait être une opportunité de changer les choses. Je crois que j'en faisais mention tout à l'heure, la lourdeur de la structure au niveau des services de santé est beaucoup trop lourde. Je crois qu'il faut comme vraiment y aller avec l'accessibilité au niveau des utilisateurs, donc dans la rue. Et il faut donner... il faut faire confiance à ces intervenants-là parce que c'est eux les mieux placés, dans le fond, qui connaissent leur clientèle, qui savent comment les approcher, qui ont établi bien souvent un contact, un climat de confiance avec ces personnes-là. Et je fais juste comme mentionner parce que je crois que c'est une initiative qui avait été difficile à implanter, mais chez Dopamine, par exemple, la clinique médicale qui est à même le centre, je trouve ça génial parce que c'est ça, les utilisateurs n'ont plus besoin d'aller se déplacer à l'hôpital ou à telle place, tel endroit. Un médecin, des infirmières sont là pour faire les suivis, soit en réduction, les tests, tout ça, l'ITSS. Donc, l'accessibilité des services doit se faire à la base, dans le sens où c'est dans la rue. Et il y a toujours ce problème, comme vous avez mentionné, Dr. Goyer, si on n'a pas la carte soleil, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de médecin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un système à deux niveaux. Je vous dirais, c'est ça, tu sais, quand on veut offrir un service d'approvisionnement sécuritaire, ben c'est un peu une prise en charge de cette personne-là aussi qu'on veut faire parce que on est dans une perspective de réduction des méfaits et comme vous l'avez mentionné, on ne peut pas espérer que tout le monde va devenir sobre et ne consommeront pas. Il faut s'adapter à cette réalité-là. Et moi, il y a 1 an, je n'avais même pas idée que ça pouvait se faire. Et j'ai fait beaucoup de chemin dans mes réflexions par rapport à ça. Donc, il faut accepter que certaines personnes vont consommer peut-être toute leur vie, mais si on leur permet de le faire dans un cadre sécuritaire, sans qu'on mette la vie de cette personne-là en danger à toutes les fois qu'elle consomme, je pense qu'on va avoir amélioré son état de santé, son bien-être, hein, parce qu'on parle souvent de bien-être de la personne, puis on peut permettre peut-être à cette personne-là de sortir un petit peu de cette situation-là. Donc, d'y aller à la base, donc que ça ne vienne pas d'en haut, mais que ça parte du bas. Je pense qu'on est bon là-dessus au Québec, mais il faut donner les moyens pour que ces initiatives-là, qui sont fantastiques, puissent avoir tout le terrain là, pour le terreau pour grandir. Comme je dis, moi, je ne suis pas une spécialiste dans la question, mais je le vois un peu comme ça. D'y aller, c'est ça, avec une intervention qui est vraiment au niveau de l'utilisateur et non pas
de passer par un système qui est très complexe. Et moi, je pense qu'ici au Québec, il faut qu'on développe des spécialités en médecine en dépendance. Il faut que ce soit un programme à l'université qui s'offre et qu'on ait des gens qui aillent faire une résidence, comme on va faire notre résidence en psychiatrie ou en gynéco ou en anesthésie, peu importe. Donc, on ait des spécialistes en dépendance et justement, ça aiderait vraiment à... Fait que, faut juste comme pousser l'idée au niveau des universités. Mais il y a tellement de notions qu'on doit savoir, qu'on doit connaître. Donc, ça existe ailleurs. Mais je crois que c'est ça, de former des étudiants qui auraient ce cursus-là, ça serait formidable. Je suis totalement d'accord avec toi, Isabelle. Je pense que moi et Jess, on peut vous dire que ça fait longtemps qu'on travaille au niveau de l'enseignement, au niveau des substances, au niveau des politiques, au niveau de tout ça. C'est vraiment un manque. On le voit avec nos étudiants quand ils nous arrivent dans nos cours. Ils sont vraiment... Ils ont les notions qu'ils ont, mais c'est des notions qu'ils ont apprises soit à la télé, soit dans les médias, ou soit les choses. Puis ils ont beaucoup, beaucoup de préjugés et beaucoup de difficultés à faire ça. Et on le voit aussi dans tous les domaines. Je pense que autant chez les infirmières, les pharmacies, les médecins, mais aussi les travailleurs sociaux, les psychologues, tous ces gens-là à l'université n'ont pas de cours spécifiques en lien avec les substances psychoactives et toutes les réalités connexes avec ça. Et donc, c'est malheureux et ça serait le fun qu'à un moment donné, ça soit quelque chose qui devient prioritaire parce que c'est très important, parce que ça a un impact dans toutes les familles. Quelles seraient les prochaines étapes pour l'implantation d'un modèle québécois? Donc, on arrive à notre troisième question. Et bien, malheureusement, j'ai perdu contact complètement avec Alexandra, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle était sur une ligne, hein, puis elle se promenait dans Montréal. Ça peut-être qu'elle n'a pas accès ou quelque chose comme ça. Dès qu'elle va revenir, on va y laisser la parole en espérant qu'elle reviendra avant. Il nous reste 15 minutes à peu près pour finir cette troisième question-là. Puis là, c'est Jessica qui va embarquer avec, on voit qu'il y a plusieurs questions, plusieurs choses. Donc, il y a quand même encore près de 90 personnes qui sont en ligne. Donc, on en a perdu quelques-uns, mais c'est quand même assez... le fun. Donc, j'imagine que ça l'intéresse beaucoup de gens, puis Jessica pourrait nous amener ça. Donc, la dernière question, c'est quelles seraient les prochaines étapes pour l'implantation d'un modèle québécois adapté, bien sûr, à notre réalité, mais vous pouvez aussi parler des autres aspects entourant ça, parce qu'on voit que c'est une question assez complexe. Hein? En 1h30, on n'a pas le temps de faire le tour, mais on a au moins quelques petites pistes, plusieurs pistes, mais ça pourrait... continuer dans le temps. Donc, Isabelle, pour répondre à la question de c'est quoi les prochaines étapes? Ben là, c'est ça. Étant pas comme les deux pieds là-dedans, moi, je vous dirais que c'est sûr qu'il faut y aller au niveau législatif là, pour donner plus de leverage, excusez le mot en anglais, mais de déléguer des responsabilités, dans le fond, au niveau législatif et judiciaire. C'est sûr que là, c'est de faire tourner le paquebot à 180 degrés à bien des égards. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Par contre, là, on a ici une situation avec la crise du COVID où là, on peut cibler, entre autres, les groupes qui sont plus à risque pour débuter quelque chose. Je dirais la grosse question, c'est l'accessibilité aux soins, aux services médicaux, l'accessibilité aux services d'aide psychologique, parce que là, on a la comorbidité qu'on doit prendre en considération aussi, parce que la dépendance, c'est pas juste quelque chose qui se passe en vase clos. Donc, c'est de probablement espérer, moi, dans mon monde idéal, il y aurait vraiment des équipes multidisciplinaires qui traiteraient ces gens qui souffrent de dépendance. On l'a reconnu comme étant une maladie, le DMS-5 le reconnaît. Il faut maintenant qu'on mette des spécialités de l'avant, des équipes qui soient formées pour vraiment prendre en charge
ces gens-là qui souffrent de dépendance là, dans tous les aspects. Donc, on est fort ici au Québec en biopsychosocial, bien, on l'applique là. Et on est fort en réduction des méfaits, bien, on utilise ça aussi. Donc, je pense qu'on va devoir faire preuve d'ouverture, de décloisonnement des professions aussi pour que tout ce monde-là se parle. C'est sûr que moi, étant pas directement dans le milieu, je pense, Dr. Goyer, vous pourrez dire en quoi ça consiste là, sur le terrain. Je crois que vous avez quand même des gens qui sont dans votre équipe qui sont de différents horizons, puis vous prenez bien en charge, mais dans le fond, votre modèle devrait être peut-être généralisé à l'ensemble du Québec. Donc, les prochaines étapes, l'implantation d'un modèle, c'est ça. On n'est pas sorti du bois. J'ose espérer que, comme je disais en début d'intervention, tout ce qu'on met de l'avant, on ne le perdra pas. C'est peut-être mon souhait le plus cher. Et c'est sûr que les différents intervenants dans les groupes qui militent pour la décrime, pour l'approvisionnement et la stigmatisation, on va continuer, nous, de se battre sur le terrain, de soutenir des projets qui en valent la peine. C'est de réveiller la volonté politique. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre. Ça en revient à ça, la volonté politique. On l'a vu, il y a eu des fonds qui ont été débloqués au niveau de l'itinérance, des choses qui se sont faites, l'utilisation des hôtels pour accueillir les gens qui sont dans la rue. Mais on l'a vu, il y a de l'argent, là. Il y en a. Bon, est-ce qu'il y en aura toujours? Je ne sais pas, mais je pense que là, on est devant une crise qui nous a obligés de sortir cet argent-là qui était là puis de le réutiliser. Fait que c'est une vision, une révision du paradigme, une révision de la situation qu'on doit faire, puis garder un esprit ouvert, je pense. Et, en tout cas, on se croise les doigts. Ça serait mon petit input là-dessus. Ah ben merci! Quand même, tu avais plein de belles choses à dire. Je pense que c'est important. Non, mais tu sais, des fois, malgré qu'on n'est pas dans le système ou qu'on n'est pas ça, il y a quand même plusieurs choses, des éléments importants que tu apportes. Merci beaucoup. Puis, je finirai avec Marie-Ève par rapport à cette question-là. Oui, bien, je pense répéter des choses qu'on a déjà dites, assouplir les règles fédérales pour nous permettre de ne pas lier tout le temps la prescription de substances contrôlées à une prescription individuelle d'un médecin one-on-one dans un bureau avec une personne. Donc, de permettre des ordonnances collectives, de permettre que ça ne passe pas toujours par la présence et la connaissance ou la sécurité d'un médecin. Revoir les modèles de soins pour les personnes en situation de précarité, on en a déjà parlé, mais mettons très, très concrètement, je pense fortement qu'on doit s'inspirer de ce que la Colombie-Britannique a fait. Et puisque pour l'instant, on est pris avec tout ce qu'on a dit, que c'est via des prescripteurs, bien, on doit avoir un guide clair pour les prescripteurs. Et c'est ce qu'on est en train de travailler là, avec mon équipe de soutien. Karine Hudon, là, qui est ici avec nous, va vous mettre le lien. On a travaillé très, très fort dans les dernières semaines sur des lignes directrices, si vous voulez, ou en tout cas un guide à l'intention des prescripteurs pour soutenir et tenter de démocratiser en encadrant cette pratique-là. On a consulté nos collègues prescripteurs à travers, au Québec, on a une communauté médicale de pratique en dépendance où on a vraiment eu des groupes d'experts en dépendance qui nous ont soutenus dans la rédaction, des pharmaciens. L'ACSUD a revu notre contenu. Donc, on a changé l'accouchement de l'injectable pour l'accouchement d'un guide sur le Safe Supply. Donc,
on souhaite pouvoir publier ça là, le plus tôt possible pour justement permettre que les praticiens qui ne savent pas trop c'est quoi ou qui seraient ouverts à le faire mais ne savent pas comment commencer, tout ça, bien, concrétiser ça là, très, très clairement de comment tu fais ça, qu'est-ce que tu prescris, comment tu le suis, combien de doses tu donnes, etc., etc. Je pense que ça manque aussi très, très clairement. Puis, je fais juste une parenthèse pour dire qu'en écrivant ça, ben, plusieurs des choses qu'on recommande peuvent aussi être des traitements conventionnels. Si la personne, finalement, vient et dit, ben j'en veux, moi, du Cadian puis de la méthadone, puis ça fait mon affaire, ben super, puis tout le monde est content. Mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tant que ça au Québec de guide de pratique clinique en dépendance en français pour les cliniciens de justement dire je ne sais même pas c'est quoi le traitement standard. Mettons que la personne me dit « Je le veux, ton traitement standard. » Bon, bien, comment je prescris ça, moi? Un sevrage d'alcool en externe, est-ce que je peux le faire? Faut-tu qu'il aille à l'hôpital, ce patient-là? Donc, on n'a même pas ça. Donc, on a fait une espèce de 2 pour 1 où on essaye de regrouper les informations qu'on pense qu'un prescripteur aurait besoin pour se sentir, on pense, le plus à l'aise possible. Ce qu'on s'est rendu compte quand on a fait nos consultations par rapport à ce guide-là aussi, c'est que presque la majorité des prescripteurs nous a dit on veut aller de l'avant. Nous, on a fait aussi un webinaire là, il y a une semaine. Vous allez tout retrouver ça sur notre site Internet. Il y avait aussi presque 100 personnes, presque tous des prescripteurs, et les gens étaient très, très ouverts et très, très motivés parce que les personnes qui travaillent en dépendance, bien, comme vous, voient très bien l'utilité et le besoin. Ce que les gens nous ont beaucoup nommé, c'est nouveau, on a besoin de soutien. On a besoin d'aide, on a besoin d'encadrement. Puis c'est un peu la raison pour laquelle on a essayé de structurer notre offre de soutien clinique là, à travers le site web, mais on a aussi plein de modalités pour essayer de soutenir nos collègues qui sont ouverts, mais des fois, ils ne savent pas trop par où commencer, puis ils n'en ont peut-être jamais fait ou pas eu beaucoup de cas. Donc, je pense que ça, c'est pour moi une prémisse très, très concrète là, qu'on pourrait commencer maintenant, pendant qu'on continue de lutter pour la décriminalisation puis les changements de loi au niveau fédéral, là, qui est peut-être pas pour demain, ou en tout cas qui est beaucoup moins simple. On va avoir besoin quand même à moyen terme, je crois aussi, que les ordres professionnels se commettent parce que c'est quand même une limitation et une nouvelle pratique. Et je pense que le plus qu'on va ramasser d'évidence, de données scientifiques, le mieux ça va aller, puis le plus les ordres professionnels vont être ouverts à ça parce que ça fait plein de sens, puis pour toutes nous autres qui sommes en dépendance tous les jours, c'est comme une évidence évidente, mais ce n'est pas une évidence documentée. Et c'est un des très grands freins qu'on a actuellement. Et je vous dirais que ma compréhension, c'est que même la Colombie-Britannique, depuis qu'ils ont relâché leur guide, ça n'a pas été très simple pour eux non plus. À cet égard-là, je pense qu'il faut qu'on se mette ensemble, et je salue les travaux du CRISM, ou de l'ICRAS en français, qui est le groupe de recherche sur les substances canadien. On s'avance vers un comité national sur le Safe Supply pour des lignes directrices canadiennes. Je pense que ça va donner beaucoup de crédibilité aussi. Il faut qu'on ramasse les initiatives ensemble, puisqu'on est sur des terrains scientifiques un peu mous, bien, il faut qu'on aille chercher toute la légitimité et tous les appuis qu'on peut avoir pour pouvoir aller de l'avant avec ça, parce qu'on le voit concrètement que ça marche, on le sait, mais tant que ce ne sera pas écrit, tant que ça ne sera pas documenté dans des écrits scientifiques, bien, c'est sûr que ça va être toujours plus difficile. Puis, je pense aussi qu'il faut vraiment faire attention à changer le discours autour du Safe Supply. Il ne faut jamais laisser passer le médecin prescrit de la drogue et le médecin est un pusher. C'est pas ça qu'on est en train de faire. C'est pas comme ça qu'il faut parler du Safe Supply. Je pense qu'il faut faire très, très attention. On est en train de mettre en place des mesures pour prévenir les surdoses, pour réduire les méfaits, pour permettre l'isolement de la COVID, pour permettre de respecter la distanciation sociale, la période de quarantaine. C'est ça que ça fait, le Safe Supply. Donc, il faut vraiment, je pense, faire attention au message parce que, vous le voyez, c'est vraiment
cette mécompréhension-là qui nous tire le plus dans le pied politiquement actuellement, puis qui fait que c'est dur politiquement à implanter, c'est que les gens comprennent, mais dans le fond, les médecins sont rendus des pocheux. C'est pas ça. Les médecins, on veut sauver des vies, on veut permettre le bien-être des personnes avec qui on est, puis c'est ça que le Safe Supply permet. Puis je pense qu'il faut vraiment être très, très tatillon là-dessus parce que un de nos plus grands ennemis, ben c'est cette confusion-là au niveau de l'opinion publique. C'est le stigma qui reste autour de toutes les substances, de la consommation de substances et de tout ce qui a trait envers ça. Donc, on peut peut-être utiliser, contre-argumenter avec les mêmes arguments qui sont, il y a des arguments de santé publique très, très clairs derrière ça, puis c'est comme ça qu'on le fait. Puis, bien, c'est ça. Je terminerai en disant que dans le fond, encore une fois, le plus gros enjeu derrière tout ça, c'est le stigma. Puis on est encore en train de se battre pour plein de choses qui ont plein de sens. Et il y a des milliers de morts depuis des années, des opioïdes, puis on n'a pas fait grand-chose. Puis là, maintenant, la COVID a commencé, puis c'est le grand branle-bas de combat. Donc, on est encore dans ce fameux 2 poids, 2 mesures-là. C'est notre plus grande bataille. C'est une bataille de longue date, mais je pense que c'est quand même ça le dénominateur commun de tout ce qu'on a dit là, depuis le départ. Wow. Merci Marie-Ève. Super intéressant. Il y a plein d'initiatives aussi. Je trouve ça intéressant d'entendre que le CRISIM va travailler un peu sur ces guidelines-là à travers le Canada. Je trouve que c'est une évidence qu'il va falloir faire ça. D'ailleurs, j'allais annoncer aussi de la même affaire que CAPUD et CDPC, avec la collaboration de Sophie qui est en train de faire la traduction, mais ils vont partir un groupe pan-canadien sur l'approvisionnement sécuritaire qui va commencer la semaine prochaine. Beaucoup plus, moins en lien peut-être plus au niveau de l'activisme militantiste, avancer les affaires, voir qu'est-ce qui se passe dans les différentes provinces, voir comment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire, sur qu'est-ce qu'on peut agir, parce qu'on le sait que c'est pas facile. T'sais, au Québec, on a nos particularités, mais penser que, par exemple, l'Alberta, avec le gouvernement qui est en place là-bas, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les témoignages de qu'est-ce que j'entends, c'est vraiment pas facile. La réduction des méfaits est complètement presque anéantie. N'oubliez pas que Jason Kenney a travaillé sous Harper. Puis pour ceux qui se rappellent de Harper avec la réduction des méfaits, Petlang, ça n'existait pas pendant 10 ans. Donc, ils sont en train de vivre ça et il faut reconnaître ça. Et donc, CDPC, CAPUD, je vais mettre le nom de Scott Bernstein de CDPC. Je vais mettre son courriel. Il m'a autorisé que je puisse le mettre pour que vous puissiez rentrer en contact avec lui si vous voulez. Faire partie de ce groupe-là qui va commencer la semaine prochaine et on aura la traduction simultanée avec Sophie, donc tous les francophones qui sont ici sur l'appel, qui veulent s'impliquer, qui veulent venir, tout sera traduit, tout sera fait et donc c'est une invitation que je voulais lancer par rapport à ça. Là, j'ai perdu ma collègue Jessica, ça là je comprends pas, mais je vais continuer, j'ai quelques petites annonces. Par rapport à ça, j'imagine qu'elle va revenir. Je ne sais pas ce qui se passe avec notre connexion aujourd'hui. Aussi, ben, dans les annonces, je peux vous dire que l'AIDQ et CDPC, la Coalition canadienne sur les politiques sur les drogues, ils ont travaillé dès le départ, quand le COVID, quand les quand la pandémie de la COVID est arrivée, ils ont créé un outil en lien avec la COVID et la réduction des méfaits. Et en voyant ça, j'ai dit, ben, ça serait le fun, le côté francophone n'était pas là. Et donc, on a initié ensemble l'AIDQ et le CDPC de traduire la version francophone et de mettre en lien des outils, des liens, des références, tout en lien avec la COVID et la réduction des méfaits. Et on devrait faire le lancement la semaine prochaine, mais il est déjà en lien pour l'instant pour
pour voir si vous avez des commentaires, si vous avez des ajouts, si jamais vous avez des outils que vous voulez qui se retrouvent là, parce que c'est une belle place pour les outils autant anglophones que francophones, des webinaires, des endroits. J'ai entendu, Marie-Ève, tu as dit certaines... Ça, c'est un beau vecteur et c'est pan-canadien. On voulait l'ouvrir autant à la francophonie canadienne, qu'on oublie souvent. Au Québec, on parle français, mais il y a plein d'autres communautés à travers le Canada qui parlent français et qui ont rarement accès à ça. Et de l'autre côté, bien, les anglophones aussi, d'ouvrir un peu tout ça. Donc, je vous mets le lien ici. Et je pense que Scott a mis son courriel et ses choses ici. Donc, il a mis ses informations. Et si jamais les gens ils posent des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur mon courriel et je pourrais vous mettre en contact face à ça. Mais là, on a toujours perdu Jessica, qui était celle... Ah, Jessica est en ligne ici. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est retrouvée dans les participants. Et peut-être la dernière petite chose pendant que Jessica elle arrive, Stimulus, on est en partenariat avec CAPUD et CDPC, la IDQ, pour vous amener Stimulus sur les politiques, sur les drogues politiques et les pratiques en octobre prochain. Malheureusement, avec le COVID, ça ne sera pas possible. Toutefois, on a mis en place des ateliers qui s'appellent Stimulus Connect et la prochaine qui aura lieu à la fin mai, on n'a pas encore statué de date exacte, mais ça va être sur le changement en lien avec les marchés illicites canadiens en temps de COVID. Et donc, on va avoir 3 personnes. Michael Gilbert qui vient plus de tout ce qui est les marchés illicites web, du web. Moi, je vais faire un portrait au niveau du drug checking puis tout ce qui se passe à travers le Canada, ramasser toutes ces données-là. Et il va y avoir une personne qui utilise des drogues, qui travaille dans cette communauté-là. C'est pas tout à fait confirmé c'est qui la personne, mais qui va vraiment amener toute la vision des personnes qui utilisent et aussi des vendeurs ou de qu'est-ce qui se passe sur le terrain face à ça, parce que c'est quand même un grand enjeu. Et donc, nous suivre sur Facebook, nous suivre sur notre infolette ou celle de CDPC, peu importe, ces informations-là, ou Stimulus qui est sur Facebook aussi, sur Twitter et sur Instagram pour avoir toutes ces différentes informations-là. Donc, on a retrouvé Jessica. J'ai eu peur un peu. Donc, je vais laisser Jessica finaliser avec les questions. N'oubliez pas, il y a une évaluation, je vais vous la mettre aussi en ligne, vous pourrez la voir. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là et je cède la parole à Jess. Oui, bonjour. Donc, juste avant la période de questions, mon ordinateur a lâché, buggé. Donc, je suis de retour, ça a dégelé, mais j'ai perdu un petit bout, un laps de temps, j'ai dû me reconnecter. Donc, si jamais vous m'entendez répéter quelque chose qui vient de se dire dans les 3 dernières minutes, c'est parce que j'étais pas là. Mais j'ai pris en note vos questions. Vous étiez nombreux à avoir des questions pour Marie-Ève, pour Isabelle, pour les 2 panélistes. Donc, on ne pourra pas toutes les poser, mais j'ai ciblé certaines principales et je les ai tout de même notées, celles qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de répondre pour pouvoir les soumettre à nos panélistes ensuite. Petite note aussi sur le chat, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées. Vous pouvez voir l'exemption de Santé Canada, il y a un lien qui a été donné. Les lignes directrices aussi du traitement du trouble lié à l'utilisation d'opioïdes, le lien a été mis sur le chat. Et le lien pour le futur guide que Marie-Ève a souligné, le futur guide là, pour le traitement. Donc, je vais poser des questions, je vais me lancer. Parmi les nombreuses questions qu'on a reçues, on voulait savoir, d'une part, est-ce qu'il y a des données dans la littérature sur les modèles d'approvisionnement sécuritaire qui ont bien réussi? Est-ce qu'il y en a des échecs ou des situations préoccupantes rapportées? Est-ce qu'il y a de la littérature scientifique à ce niveau-là? Ça dépend de ce qu'on entend par le safe supply. Donc, encore une fois, si on considère que, par exemple, la méthadone ou le Cadian sont du safe supply, bien évidemment, on a des données bord en bord. Si on considère que l'injectable d'hydromorphone ou de diacétylmorphine est du safe supply, même chose, on a des excellentes données. Là où c'est un petit peu plus mou, c'est les données au niveau des psychostimulants. Et encore une fois, le problème qu'on a dans les données qu'on retrouve, c'est que c'est souvent
des études où on a utilisé, par exemple, là, je dis n'importe quoi, mais le Ritalin ou la dexédrine pour favoriser l'abstinence. Donc, quelqu'un qui dirait je veux arrêter la cocaïne, j'ai beaucoup de craving, on substitue avec du Ritalin et on regarde finalement si la personne rechute ou pas. Et puis là, ben, si la personne rechute, on dit ben ça ne fonctionne pas tant que ça. Alors, les variables qui sont analysées ne sont peut-être pas toujours les bonnes ou sont peut-être pas celles qu'on recherche. Est-ce que cette personne-là, ça lui a permis d'avoir plus d'argent dans ses poches, d'avoir accès à un logement, de diminuer la criminalité? Et donc, on est, en tout cas, spécifiquement au niveau des psychostimulants, avec des données beaucoup plus molles. À ma connaissance, puis encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'existe pas encore beaucoup de recherches faites avec une perspective de vocation d'approvisionnement sécuritaire. Et les recherches qu'on a sont beaucoup plus à visée thérapeutique. Encore une fois, l'objectif est le traitement, alors que ce qu'on voudrait, c'est regarder aussi... Bon, des fois, quand on fait du traitement, on regarde des variables autour là, qui peuvent nous être utiles, mais je pense qu'on a vraiment à documenter ça là, un petit peu plus actuellement. Les meilleures données qu'on a, c'est des données en opioïdes, mais vous le savez comme moi, à Vancouver, il y a quand même des belles alternatives aussi au niveau de la distribution de comprimés de Dilaudid, au niveau de l'injection sur place dans les cliniques du Downtown Eastside. Donc, ça, ben, on est en train là, de monter les évidences là, à ce niveau-là. Génial. Merci, Marie-Ève. On avait une seconde question. On nous disait que la Ville de Vancouver elle devait soumettre à l'attention des membres de la Fédération des municipalités du Canada, c'était en octobre 2019. Donc, la Ville de Vancouver devait soumettre sa vision concernant le Safe Supply. Et on demandait est-ce qu'on a eu des informations à ce sujet-là, par hasard? Moi, j'ai entendu parler de ce dossier-là, mais à savoir, je crois que c'est mes collègues de l'Ouest avec le BPCSU qui pourraient être plus sur le sujet, là, à point sur les développements de ce côté-là, parce qu'elles sont vraiment sur le terrain. Donc, moi, je donne pas de données là, nouvelles par rapport à ça. Je suis désolée. On pourrait chercher puis avoir cette réponse. Après ça, on ramasse un peu ces questions-là, puis on va avoir un frequently asked questions ou une foire aux questions, excusez, j'avais juste le mot en anglais, qui va sortir avec une boîte à outils par rapport aux différentes choses. S'il y a des choses un peu plus spécifiques, on pourrait essayer de trouver l'information. Parfait. Donc, vous êtes prêts pour une prochaine question? On nous notait aussi que présentement, avec la crise du COVID, on note qu'il y a une hausse des pouvoirs qui sont accordés à la police et que la police utilise beaucoup ces pouvoirs-là pour donner des constats d'infraction, mettre à l'amendement les gens. Donc, et on se rend compte que la population réalise tranquillement et est davantage sensibilisée à toutes ces discriminations-là. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'on a une porte d'entrée et pour avoir davantage de soutien ensuite, si on veut faire un mouvement là, de décriminalisation, sachant que la criminalisation ne fonctionne pas toujours, est-ce que ça nous ouvre une porte à ce niveau-là ou si ça va nous nuire quand on va sortir de la crise? Donc, une grande question existentielle ici. Est-ce qu'on parle plus au niveau du changement des perceptions des gens ou de la population par rapport à la criminalité? Je fais juste donner un exemple. Certaines de mes amies qui me disent « Mais mon Dieu, les itinérants, ils sont partout. » Mais c'est sûr, tout le monde est rentré chez eux. Et ce qu'on voit, c'est les gens qui sont dans la rue. Moi, je suis ici logée temporairement. Je suis au coin du parc Hamilton. On a des Autochtones ici qui sont ici très tôt le matin jusqu'à tard le soir et régulièrement 2 à 3 fois par jour, des fois 4, on a de l'intervention policière qui se fait. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale aussi qui sont exacerbés et puis là, la chicane pogne. Fait que je crois que oui, il y a des interventions qui se font. C'est sûr que là, les policiers veulent
faire respecter la distanciation. Ça se fait pas toujours. Je sais pas, j'ose croire qu'on va peut-être, justement, parce qu'on voit plus les gens qui sont dans la rue présentement, qu'on va réaliser, mais là, c'est un problème. Wishful thinking, que les choses changent, je sais pas. J'espère que ça sera pas pire après, du moins. C'est très personnel là, comme réflexion, mais c'est ça. Oui, moi non plus, je ne suis pas sûre que j'ai la réponse à cette question-là, outre que c'est clair que la crise de la COVID, comme je l'ai dit tout à l'heure, a mis en lumière des choses qui sont là depuis des années, que plusieurs d'entre vous et d'entre nous dénonçons depuis des années. Puis là, ça fait juste être d'une évidence encore plus évidente. Tu sais, je pense au phénomène de l'itinérance. Là, effectivement, tout d'un coup, c'est inacceptable de dormir dans le métro puis de dormir dehors. Bon, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, comme on disait tout à l'heure, mais l'itinérance est soudainement un phénomène qui ne devrait plus avoir lieu. On mobilise des hôtels, on fait plein de choses. Je pense aux conditions de vie en CHSLD qui sont là depuis des années, mais qu'on récolte le fruit de ce qu'on a choisi comme société de faire ou de ne pas faire. Même chose pour les outbreaks dans Montréal-Nord, dans les milieux carcéraux, les conditions de vie en carcérale. Donc, moi aussi, tout ce que je peux espérer, c'est que ça va être gênant de revenir en arrière une fois qu'on l'a dit, puis une fois qu'on le sait, on ne pourra plus. Est-ce qu'on devrait s'inspirer de ce qui se passe, entre guillemets, en CHSLD, qui a vraiment beaucoup mobilisé les gens, puis qui va faire qu'on ne pourra plus jamais revenir aux conditions antérieures pour s'assurer que ce soit la même chose pour le milieu carcéral, pour les personnes en situation d'itinérance, les personnes aux prises avec une dépendance? Je pense que oui, puis j'ose croire. En tout cas, on va pouvoir le mettre comme argument, je pense, de dire, ben pourquoi on mobilise des hôtels, puis on ne laisse pas coucher les gens un peu partout, puis on essaie de leur fournir un minimum vital. Pourquoi on le fait juste temporairement, puis après ça, ça redevient une norme sociale? En tout cas, on aura au moins des exemples maintenant qu'on sait qu'on peut faire des choses si on décide de le faire. Oui, c'est un très bon point et je pense que ça répond bien à la question. Elle nous disait, pour répondre, là, que c'est au niveau du soutien social aussi pour la décriminalisation. Est-ce qu'il va y avoir une certaine acceptabilité sociale un peu plus grande vers ces avenues? Et l'avenir nous le dira. On espère. Effectivement. On a une autre grande question existentielle. Une personne qui nous demande... au niveau des défis des Premières Nations, est-ce qu'on peut commenter un peu où est-ce qu'on en est dans tout le défi que ça représente, les Premières Nations, pour avoir accès aux soins, y compris à ce soin? Donc, on demandait si vous aviez quelque chose à dire là-dessus. Bien, je sais pas si j'ai quelque chose à dire de différent de ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que ce soit un enjeu culturel, de rapport historique avec les institutions, ou que ce soit un enjeu lié à la dépendance, à la santé mentale, ou au fait de ne pas avoir sur soi les bonnes cartes, de ne pas avoir de téléphone. Pour moi, il y a, sans vouloir amalgamer là, grossièrement toutes les problématiques, ce n'est pas ça l'objectif. Pour moi, l'enjeu des Premières Nations est un enjeu assez similaire à dire, est-ce qu'on peut arrêter de toujours demander aux gens de rentrer dans les cases avec la bonne demande, bien dite, à la bonne place, de la bonne façon, puis pas deux demandes en même temps, puis pas quatre problèmes, et de revirer la grosse machine, ça revient à la discussion sur les CLSC, mais on a vraiment perdu quelque chose dans la grosse machine, dans le one size fits all, de pouvoir s'adapter, de pouvoir individualiser, puis de pouvoir redonner le pouvoir à la personne de décider
qu'elle a envie de prendre ou pas, puis de pouvoir se positionner, en tout cas au niveau médical, clairement, comme un accompagnant et non pas comme quelqu'un qui sait mieux que l'autre. Et je pense que juste si on était capable, c'est comme si c'était très simple, là, mais si on était capable de se mettre dans ce positionnement-là, si on était capable d'adapter un peu nos institutions, puis de briser les cases quand il le faut, puis de reconnaître qu'en étant trop en silo, puis avec nos cases, on laisse de côté probablement la population qui a le plus besoin des soins puis des services. Bien, déjà là, je pense qu'on aurait fait un pas très, très, très intéressant là, qui pourrait bénéficier à l'ensemble des personnes qui se retrouvent exclues des soins et des services actuellement. Oui, puis je pense que je rajouterais aussi le fait que pour les Premières Nations, on doit prendre en considération l'aspect culturel. Et ça, comme vous venez de le dire très bien, là, c'est qu'on essaye de les faire rentrer dans le moule et ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment comme aller vers tout ce qui est spirituel, culturel, tout ce qui est dans leur tradition, peut-être pour les aider. Et là, il faut arrêter aussi de les stigmatiser. Je pense que ça revient toujours à ça. Fait que je dirais, ouais, c'est un problème dans un autre problème qui est dans un autre problème, là. Il y a un ouvrage de Harold Johnston qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Firewater, qui explique très bien un peu le cheminement des Autochtones par rapport à l'alcool. Et il arrive avec certaines propositions dans le sens où même les Autochtones se sont comme approprier le rôle de la victime, alors que là, les communautés devraient sortir de ça et se prendre en main elles-mêmes. Donc, c'est pas à nous, le blanc, la blanche, à essayer de les mettre dans le droit chemin. Il faut que ça vienne aussi des communautés, mais il faut leur donner les moyens aussi de le faire. Il faut qu'il y ait de l'aide, du financement, des gens qui soient formés. Je pense que ce qui se fait avec les communautés autochtones de la Côte-Nord, la formation des étudiants en médecine qui sont d'origine autochtone, je pense que ça peut être un beau débouché, ça, pour aller aider cette population-là qui a des besoins spécifiques et qu'on ne peut pas faire rentrer dans la case, comme vous le dites bien. Oui, merci pour vos réponses. Comme le temps file, j'aurais envie de poser pour dernière question une question qui nous ouvre le champ des perspectives. Quelqu'un qui vient de poser la question, donc comme je l'ai reçue, je viens de la recevoir, je vais vous la lire telle quelle. En fait, on demandait, semi-telle quelle, on demandait quelle place vous donnez à certaines initiatives communautaires, certains intervenants qui se joignent à des groupes de jeunes, des parties de jeunes, pour procéder au dosage des substances qui sont consommées. Qui vont les aider là, à regarder les dosages, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est des actions avec une plus-value dans ce contexte où c'est pas propice, en fait? Je pense que la question se veut un peu jusqu'où est-ce qu'on devrait aller? Est-ce qu'on devrait aller plus loin que l'approvisionnement, d'aider dans les dosages des gens, dans la consommation peut-être? J'imagine que cette question prend une orientation comme ça. Si je peux me permettre, moi, je suis retournée sur les bancs d'école, donc je fais mon certificat en toxico et je suis une ex-enseignante. Et je pense qu'avec les jeunes, au niveau de la prévention, faut le just say no, ça marche plus. Ça marche plus. Et la réduction des méfaits, ça passe aussi par cet aspect-là d'éducation du jeune au niveau du dosage et savoir qu'est-ce qu'il consomme, comment il devrait le consommer pour éviter, un peu comme on a fait avec la campagne sur l'alcool au volant, c'est la même chose. Je pense qu'on doit vraiment aborder ce sujet-là de la même façon, dans le sens où on les responsabilise face à leur consommation et qu'on ait des gens qui soient là, qui sont dans la compassion, l'acceptation et l'ouverture d'esprit, parce que de réprimer
et de dire « fais pas ça », ça marche pas. Ça marche pas. Donc, je pense qu'il y a des initiatives au niveau de la prévention dans les écoles qui se font, qui sont vraiment intéressantes, puis il faut qu'on continue, puis il faut qu'on donne des sous pour ça, et puis que ça soit justement du dosage, savoir un peu comme on apprend à boire en société, ben c'est ça, on apprend à consommer aussi de la même façon pour éviter les dérapages, mais c'est juste une perception de l'alcool, c'est permis, c'est légal. Maintenant, le cannabis, c'est permis, c'est légal. Là, les drogues qui ne le sont pas, c'est encore mal perçu, mais c'est la même approche. Là. Pour moi, dans ma tête, c'est la même chose. Je ne vous aurais pas dit ça l'année passée, par exemple. J'ai fait beaucoup de chemin là-dessus. Donc, on a tous à travailler là-dessus. Donc, je pense que c'est ça. Ça résume un peu mon point de vue là-dessus. Je pense que ce cheminement-là, il est très intéressant. Aussi d'essayer de briser le stigma en mettant cette conversation-là sur les substances au goût du jour dans les familles, puis de faire en sorte qu'on arrête de cacher ça en dessous du tapis, puis qu'il vaut mieux en parler puis de l'encadrer comme il faut, parce que effectivement, il y a aussi de plus en plus de consommation de substances dont on ne connaît pas le contenu. Donc ça, c'est comme tout un travail on doit éduquer nos jeunes à avoir cette réflexion-là quand ils vont consommer. Mais je trouve que l'idée aussi d'utiliser ce qui s'est passé avec l'alcool, puis de se rendre compte qu'on est en train de faire le même chemin avec le cannabis, avec la légalisation. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la légalisation du cannabis en ce sens que on se rend compte que des gens qui ont consommé du cannabis toute leur vie sur le marché illicite ne savaient pas du tout, finalement. Tu n'es pas capable de dire, ben moi, vraiment, c'est 16% de CBD mon affaire, puis avec 16%, puis un 5% de THC, là, c'est parfait pour moi, je me sens bien, mais plus que ça, je bosse, je suis pas bien, je suis psychotique, je suis paranoïaque, je sais pas quoi. On voit les gens sont capables d'apprendre à qu'est-ce qui marche pour eux, qu'est-ce qui ne marche pas pour eux, d'avoir une consommation responsable, d'ajuster en fonction. Puis ça, la seule façon de faire ça, c'est de savoir ce qu'on consomme. Sinon, c'est encore une fois cette espèce de roulette russe-là. Et moi, j'insiste toujours pour dire, tu sais, mon hôpital, il n'est pas plein de gens qui consomment du cannabis et de la cocaïne. Là. Mon hôpital, il est plein de gens qui consomment de l'alcool. C'est l'alcool qui fait de l'hospitalisation, des problèmes de foie, des accidents de voiture. Alors, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas toujours rationnel. Puis je pense que l'exemple du cannabis nous montre que c'était une norme culturelle, puis que tranquillement, ces choses-là peuvent se changer, mais que derrière la légalisation, il y a une rationnelle, puis il y a des bienfaits pressentis, puis il y a des pour et des contre, mais qu'on pense qu'il y a plus de pour que de contre et de toujours s'accrocher à ces arguments-là là, pour avoir cette discussion-là. Mon Dieu, c'est une très belle fin qui nous montre, hein, si je reprends un peu tout le webinaire de cet après-midi, ça nous ramène aussi à la question de compréhension profonde des objectifs qui sous-tendent l'approche de réduction des méfaits. Comme on le parlait avec l'approvisionnement sécuritaire, de dire l'objectif ultime n'est pas d'emmener les gens vers l'abstinence ou vers le traitement en utilisant pour moyen la réduction des méfaits. L'objectif ultime est la santé des gens, de réduire les méfaits. Donc, juste cette compréhension-là, à la base, je pense que c'est là un peu la source de toutes les pistes qui vont aller vers nous, qui vont nous dire que oui, il faut aller vers des avenues comme ça. Donc, le temps fait si vite. Je vais laisser Julie Soleil dire peut-être le mot de la fin. Donc oui, ça nous amène à la fin. Wow, je pense qu'on a eu plusieurs... J'espère que les gens ont apprécié nos deux conférencières et Alexandra qui était là au début. C'est très plate qu'elle n'est pas revenue. Mais elle a quand même passé quelques petits points au départ, donc très heureuse de l'avoir eu là. N'oubliez pas, je remets l'évaluation, vous pouvez le faire, il va être renvoyé plus tard. J'espère que ça vous a donné plus d'outils, un peu plus de jus, un peu plus de notions pour réfléchir et continuer cette réflexion-là. S'il y a des intérêts, mais il y a le working group qui commencera avec CDPC. Si vous avez des questions,
vous pouvez nous envoyer un courriel, on peut vous envoyer ça. Et sinon, ben merci beaucoup d'avoir été là. Et merci à tous les participants de partout à travers le Canada. Je vous souhaite tous une belle fin de journée, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus, et nous, une fin de soirée, un début de soirée et tout ça. Et donc, merci Marie-Ève, merci Isabelle pour toutes ces belles paroles. Et j'espère qu'on va continuer et j'espère que on va pouvoir profiter un peu de tout ça. Donc, prenez soin de vous. Merci. Et merci à Sophie d'avoir fait la traduction. Oui, merci. J'espère que ça a super bien été. Je n'ai pas vu les commentaires non plus, mais j'ai quand même lu un peu. C'était intéressant et on verra dans les réponses au niveau de l'évaluation comment ça a pu finir. Mais merci et prenez soin de vous. Merci. Bye!